En France, le vote des 140 000 adhérents du parti des LR, les Républicains, deux candidats à l'investiture de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, qui a fini en tête du premier tour. Mais les perdants du premier tour ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Nous irons au siège des LR en début de journal. Le président français Emmanuel Macron en Arabie Saoudite pour une rencontre controversée avec le dirigeant MBS, Mohamed Ben Salman, l'homme fort du royaume. Le chef de l'État fait une tournée dans le Golfe. Il était hier aux Émirats Arabes Unis où la France a vendu 80 avions Rafale, puis au Qatar qu'il remercie pour l'accueil de 258 Afghans menacés en raison de leurs engagements ou de leurs liens avec la France. Analyse avec le spécialiste David Rigoulet-Rose dans cette édition. Le pape François en Grèce pour une visite de 2 jours à Athènes, une première depuis 20 ans dans la capitale grecque. Hier, le souverain pontife était à Chypre. Il a appelé à ouvrir les yeux devant l'esclavage et la torture que subissent les migrants dans les camps. Nous irons à Athènes dans cette édition. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La politique en France, les 140 000 adhérents votent pour désigner le ou la candidate du parti pour l'élection présidentielle. C'est l'heure du choix entre Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. La participation est forte pour ce second tour chez les Républicains. Les résultats seront connus dès 14h30 heure de Paris. On retrouve Karina Chabour au siège des LR à Paris. Les adhérents se sont mobilisés pour ce second tour. Que se passe-t-il sur place ? Oui, effectivement. Alors pour l'heure, nous ne connaissons que le taux de participation de ce matin 10h. Il était de 76,6%. C'est 3 points de plus qu'au premier tour à la même heure. C'est dire effectivement l'engouement des adhérents, des 140 000 adhérents, dont je vous le rappelle, 80 000 dont 80 000 ont mis à jour leur cotisation ou ont adhéré uniquement pour pouvoir participer à ce vote. Les 2 finalistes ont déjà laissé entendre qu'ils se rangeraient derrière le vainqueur. Ils doivent se rendre ici au QG des Républicains ainsi que les 3 autres participants sur les coups de 14 heures, heure de la fin du vote. Après, il sera suivi du dépouillement avec après l'annonce des résultats à 14h30 par le président des Républicains, Christian Jacob, le tout suivi par un discours de la vainqueur de ce scrutin, puis d'une photo de famille avec les 5 participants, histoire bien évidemment d'afficher l'unité retrouvée de cette famille politique des Républicains qui s'est déchirée au cours des 10 dernières années, qui a été dans l'opposition depuis 10 ans et qui a été minée par des querelles intestines ou encore des errements ou une certaine ambiguïté idéologique. Et donc il s'agit pour eux évidemment de renouer avec la victoire, comme en 1994 ou en 2002 avec Jacques Chirac ou en 2007 avec Nicolas Sarkozy. Et c'est un second tour dans la foulée du premier tour, ce qui rend les pronostics encore plus difficiles. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas eu de tractation, contrairement à il y a 5 ans. Le second tour a suivi très rapidement le premier tour et on a vu les 3 perdants rejoindre Valérie Pécresse quasiment aussitôt après l'annonce du résultat. La question, c'est de savoir si les militants, ils suivront ces consignes de vote. On sait qu'Éric Ciotti, il veut croire en ses chances. Il veut à nouveau créer la surprise, comme il l'a fait à l'issue du premier tour, qu'il a remporté avec une très légère avance. Quant à Valérie Pécresse, disons qu'elle fait figure de favorite. Elle a le soutien des 3 autres participants. Elle se veut, disons, moins clivante qu'Éric Ciotti, plus rassembleuse. Elle s'affiche comme étant la meilleure pour vaincre Emmanuel Macron, même si sur le fond, disons que sa ligne aussi bien économique est tout aussi libérale que celle d'Éric Ciotti et elle est aussi ferme sur les questions de sécurité, d'immigration. Peu de choses les distinguent. Alors l'autre question, au-delà évidemment de cette primaire et de son résultat, pour la droite traditionnelle qu'incarnent les Républicains, est de savoir comment exister, quel espace politique entre un Emmanuel Macron qui applique une politique de centre-droit, qui a débauché de nombreuses figures importantes des Républicains, et plus à droite, le Rassemblement national, où Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, qui s'est déclaré candidat et qui tiendra son premier meeting ce dimanche à la porte de Versailles. Merci beaucoup Karina Chabour pour votre analyse. Merci à vous. Les soignants de toute la France vont manifester à la mi-journée devant le ministère de la Santé. Une manifestation à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats. La pression est très forte en ce moment sur les hôpitaux. Les soignants dénoncent depuis des années le manque de personnel, les problèmes de rémunération et les conditions de travail dégradées. Ils expriment une perte de sens de leur métier. Visiblement, le Ségur n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. On les écoute. On n'est pas assez pour gérer. Là, on est la moitié c'est des stagiaires, comme moi. Donc, elles sont 6 là-haut. Sans nous, elles sont 6. Normalement, on est censé être 15. Donc, vous voyez, le déficit, il est énorme. C'est pas habituel, c'est un peu pire maintenant parce qu'avant, on n'avait pas la Covid.
on n'avait pas de contraintes actuelles. Et cela vient se rajouter à ce qui était déjà là. Et c'est un ras-le-bol sans précédent, je peux le dire. La fatigue se fait sentir énormément chez les personnels, un ras-le-bol. On n'est pas revalorisé à la hauteur des responsabilités qu'on a, à la hauteur des conditions qu'on a de travail. Direction Athènes où le pape François est arrivé ce matin, une première dans la capitale grecque depuis 20 ans. Cet après-midi, il doit prononcer notamment un discours devant l'archevêque orthodoxe puis les représentants de l'Église catholique. Le souverain pontife est attendu demain sur l'île de Lesbos. En 2016, le pape François était rentré avec 12 demandeurs d'asile syriens. On retrouve Alexia Kefalas, notre correspondante à Athènes. Le pape François est arrivé et il s'en prend déjà à l'Europe sur la question migratoire. Effectivement, il a immédiatement été reçu par la présidente de la République et devant toutes les autorités, dont le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le pape François a déploré que l'Europe tergiverse parfois et se laisse aller par les nationalismes qu'il y a au sein de l'Union européenne. Et c'est ce qui fait bloquer notamment cette question migratoire. Il a demandé plus de solidarité parce qu'il déplore cette situation qui se passe notamment dans toutes ces îles grecques face à la Turquie. On se rappelle effectivement qu'en 2016, le pape François était allé à Lesbos. Il était reparti avec 12 Syriens qui sont maintenant installés en Italie, qui parlent italien, qui ont fait des études grâce au Vatican pour la plupart et qui travaillent. Maintenant, il y a d'autres qui vont partir de Chypre où il se trouvait hier, le souverain pontife, et qui vont pouvoir rejoindre Rome. Alors, ce sont des actions symboliques, ça n'a pas résoudre le problème et c'est la raison pour laquelle, en fait, le pape François veut surtout alerter, ouvrir les yeux de la communauté internationale, utiliser des mots forts sur ce dossier parce que pour lui, c'est important. Il n'oublie pas, bien entendu, les autres sujets dont le rapprochement au sein du christianisme entre l'orthodoxie et les catholiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi il se trouve à Athènes. Depuis 20 ans, un souverain pontife n'était pas venu. Il y a un climat orthodoxe qui est parfois très anti-pape ici pour des raisons historiques. Donc ça va faire passer des débats. Et puis enfin, il a aussi parlé climat. Il est revenu sur les incendies cet été qui sont ravageurs. Il s'est dit même triste, le souverain pontife. Mais le dossier prédominant pour le moment, effectivement, ce sont les migrants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi le pape François se rendra demain matin pour un séjour très court d'1 heure à peine à Lesbos à nouveau pour voir la situation des migrants. Il tient à ce dossier, il veut suivre ce dossier, il veut alerter la communauté internationale pour avoir un peu plus d'humanisme. Merci beaucoup Alexia Kefalas, merci à vous. La suite de la tournée du président français dans les pays du Golfe. Le président Emmanuel Macron se trouve en Arabie Saoudite aujourd'hui. Il rencontre MBS Mohamed Ben Salman à Jeddah, 3 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué sur ordre dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Le président américain Joe Biden, lui, ne parle pas directement avec MBS. On retrouve David Rigoulet-Rose, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Bonjour. Quel est le bilan tout d'abord de cette tournée dans le Golfe sur le plan commercial mais aussi sur le plan politique? D'abord, il faut signaler que c'est une tournée express sur 2 jours qui voit 3 pays, les 3 pays principaux du CCG, en tout cas les importants, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Le président ne pouvait pas faire l'économie de toute façon de l'étape saoudienne parce que c'est le poids lourd du CCG et régional. Donc le bilan commercialement il est plutôt satisfaisant. On a vu le contrat de 80 Rafale signé aux Émirats, mais de toute façon les contrats militaires ou économiques sont la traduction d'un partenariat stratégique beaucoup plus large. Donc ça ne se réduit pas effectivement à une dimension purement commerciale. Ça va bien au-delà et d'ailleurs dans les attendus de la visite, il y avait trois priorités qui avaient été mentionnées par le président et l'aspect de l'attractivité, la dimension économique était la troisième. C'est d'abord la stabilité régionale parce que la région est convulsive, la lutte contre l'islamisme radical et ça c'est un élément absolument essentiel et ça explique justement la visite dans ces 3 pays. Historiquement, il y a eu un certain nombre effectivement de contradictions qui aujourd'hui sont en passe d'être levées, mais enfin qui sont lourdes pour l'actualité, et puis l'attractivité de la France. Donc, la logique du président Macron, c'est une logique effectivement d'un dialogue exigeant avec ses paramètres préexistants. Oui, le CCG, je précise, c'est le Conseil de coopération du Golfe. La vente des armes fait partie du business, mais lorsqu'un pays est en guerre comme au Yémen, ça a une implication politique immédiate. Alors oui, il y a une dimension évidemment que n'ont pas manqué de stigmatiser les ONG, c'est leur rôle d'ailleurs. À ceci près que concernant les avions dans la coalition, les Émirats ne sont pas
L'aviation qui bombarde, c'est plutôt l'aviation saoudienne en l'occurrence, même si évidemment les Émirats étaient engagés militairement dans la coalition, plutôt au sol. Ils s'en sont largement retirés pour un certain nombre de raisons. Donc il s'agit de renouveler en tout cas une flotte qui datait des années 90, de Mirage. Alors simplement c'est un cadeau entre guillemets qui est fait à la France et qui souligne, alors par-delà la dimension économique, la relation stratégique privilégiée. Et il faut rappeler que la France dispose d'une base interarmes, la seule à l'étranger, qui est celle de Al Dhafra, enfin aux Émirats, qui a été inaugurée en 2009. Et donc évidemment, ce partenariat stratégique est essentiel pour la France, notamment pour le rôle français dans la région. C'est important donc de discuter avec tous les États, même s'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Mais quels sont les moyens réels de la France pour peser sur la politique de l'Arabie Saoudite au Liban ? Oui, alors le Liban est certainement un des éléments essentiels qui justifie la visite du président Macron à Riyad. On peut rappeler d'ailleurs qu'il avait fait une étape inopinée en 2017 lorsque l'ancien Premier ministre Saad Hariri avait été, entre guillemets, retenu à Riyad et que c'est l'initiative du président français qui avait permis qu'il retourne à Beyrouth via Paris. Donc il y a le dossier libanais, il en a fait une affaire personnelle et il sait très bien que effectivement l'enjeu c'est d'infléchir en tout cas l'intransigeance des pays du CCG, du Conseil de coopération du Golfe, mais tout particulièrement de l'Arabie Saoudite qui a coupé tous les liens avec le Liban, qui est dans une situation désastreuse. Et le président Macron souhaiterait éventuellement effectivement assouplir la position intransigeante de Riyad qui a interdit les importations libanaises pour éviter un effondrement complet du pays qui est effectivement parasité par le rôle du Hezbollah qui justifie la position saoudienne. Mais est-ce qu'une rencontre quand même, pour finir, trop chaleureuse avec MBS, est-ce que ça écorne pas le discours sur les droits de l'homme lorsqu'après on s'adresse au président chinois Xi Jinping, au président russe Vladimir Poutine ou encore aux Cubains par exemple ? Oh, il est peu vraisemblable que ça sera très chaleureux. D'ailleurs, le président Macron, à plusieurs reprises, a signifié à Mohamed bin Salman, le prince héritier, ses erreurs, ses égarements. Il y a eu des vidéos qui, en ce sens, qui l'ont prouvé. Il a dit d'ailleurs que aller le voir, c'est tout sauf être complaisant. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais en même temps, il s'agit de prendre en compte certaines réalités. Par exemple, dans l'intérêt du Liban ou sur d'autres sujets. On peut penser à la question des négociations sur le nucléaire iranien. Donc la diplomatie, c'est parler à des gens qui ne sont pas toujours très fréquentables. Sinon, mais ça dépend de la manière dont on le fait. Lorsqu'on mange avec le diable, il faut une cuillère assez longue. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une intimité en la matière. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit de discuter de choses sérieuses, parfois sulfureuses. Et certaines choses peuvent être dites d'ailleurs de manière privée. Ça ne signifie pas forcément qu'elles ne sont pas dites. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose pour votre décryptage. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. En Gambie, des billes au lieu de bulletins servent à voter pour l'élection présidentielle. Un scrutin à un seul tour. Le président sortant Adama Barrow est candidat à sa propre réélection. Un scrutin considéré comme un test pour la transition démocratique. Il y a 5 ans, le dictateur Yahya Jammeh avait été chassé du pouvoir après 22 ans d'un régime autoritaire. Son ombre plane toujours sur la scène politique. La correspondance de Sarah Sako à Banjul. Il y a de l'affluence ce matin à Banjul dans les bureaux de vote que nous avons visités. Je me trouve à Kololi Mosque dans la commune de Serekunda. Ici aussi, les gens font patiemment la queue pour accomplir leur devoir électoral. Vous l'apercevez derrière moi. Les membres des bureaux de vote attendent à l'extérieur des salles et font rentrer un à un les électeurs en les équipant de cette bille. C'est un système de vote unique au monde. L'électeur glisse en fait la bille dans l'un des barils à l'effigie des candidats. Il y a donc beaucoup d'enthousiasme de la part des Gambiens ce matin pour ce premier scrutin véritablement libre du pays. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs attentes. Well, we are expecting development in this country, especially the health facilities. We need good health like hospitals to have more equipment, especially pregnant women. For development in Gambia, we need the next president can help us about the food, about the development, about the grassroots hospital. To get the right person who can lead the country into the right path. That's why we are advocating to get a change. That's all we need. Les électeurs ont jusqu'à 17h en heure locale pour voter. Le dépouillement aura lieu dans la foulée et les premiers résultats sont attendus pour demain matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24.